Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bien sûr, nous n'oublions pas que la pandémie n'est pas terminée. Nous réalisons donc cette émission en direct, mais dans des conditions particulières, avec des masques quand nous sommes en coulisses, avec du gel hydroalcoolique également, et en respectant les trajets de moins de 100 km pour nos invités. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte néanmoins des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décryptons avec nos experts et nos invités, parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. L'association Quatrième œil, qui regroupe des passionnés de faits divers, a révélé il y a quelques jours les mensonges de Stéphane Bourgoin. Considéré comme le spécialiste français des tueurs en série, Stéphane Bourgoin est bien connu des amateurs de faits divers. Il donne des conférences à travers toute la France, réalise des documentaires et est régulièrement invité sur les plateaux de télé de toutes les chaînes, y compris ici dans cette émission où nous l'avons reçu 5 ou 6 fois en 340 émissions. Mais plusieurs de ses déclarations concernant son expérience seraient en fait un tissu de mensonges. Stéphane Bourgoin n'aurait en fait jamais été formé au FBI, comme il le dit. Il n'aurait jamais rencontré 77 tueurs en série, comme il le prétendait. Et sa première femme, qu'il disait avoir été assassinée par un tueur en série, n'aurait jamais existé. Alors, dans un instant, vous allez entendre les aveux de Stéphane Bourgoin, et nous serons également en direct avec une des membres de Quatrième œil qui a réveillé la supercherie et qui a accepté pour la première fois de montrer son visage. Et en plateau également, Tony Le Pennec, qui est journaliste du site Arrêt sur Image, qui a médiatisé cette affaire. Et pour analyser avec nous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de Crimes et Faits divers, la quotidienne, sont aujourd'hui maître Florence Rouas, avocate. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pour nous expliquer les procédures judiciaires, le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour à tous. Pour comprendre les rouages psychologiques de chacun, et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, c'est avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et pour commencer cette quotidienne donc, une question qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs jours. Qui est vraiment Stéphane Bourgoin? Alors qu'il était sur le point de dévoiler une collection de bandes dessinées, de sortir un nouveau livre et de repartir en tournée à travers toute la France, Stéphane Bourgoin se retrouve aujourd'hui dans la tourmente. Celui qui est considéré comme le spécialiste français des tueurs en série et véritable référence en la matière, a en réalité menti sur plusieurs points de sa vie. L'association Quatrième œil a en effet publié une série de vidéos pointant des incohérences dans son parcours et surtout des mensonges. Stéphane Bourgoin n'aurait en fait jamais été formé au FBI. Il n'aurait pas non plus rencontré 77 tueurs en série comme il le prétendait. Et tous ces mensonges ont démarré en fait avec une histoire montée de toutes pièces, celle de l'assassinat de sa femme par un tueur en série californien en 1976. Face à ces accusations, Stéphane Bourgoin s'est d'abord justifié en disant qu'il avait simplement changé le nom de sa femme par respect pour elle, puis il a finalement avoué que cette femme n'avait jamais existé. Il se serait en fait inspiré de l'histoire d'une jeune serveuse qu'il avait rencontrée et qui, elle, a bien été assassinée par un tueur en série. Alors avant d'en parler avec ceux qui sont à l'origine de ces révélations, retour sur un parcours émaillé de mensonges. Nous sommes en Californie, à la prison d'État de San Quentin. C'est ici qu'en 1979, Stéphane Bourgoin, alors âgé de 26 ans, rencontre pour la première fois un serial killer, Richard Chase. Face à celui qui est surnommé le vampire de Sacramento, Stéphane Bourgoin est concentré et il encaisse sans difficulté les détails morbides livrés par l'assassin. 40 ans plus tard, Stéphane Bourgoin connaît tous les tueurs en série. Il a écrit pas moins de 34 livres sur le sujet. Présenté comme le spécialiste français en la matière, il est devenu incontournable. Il donne des conférences à travers toute la France, réalise des documentaires autour d'affaires criminelles et écume les plateaux de télévision. Mais il y a quelques semaines, coup de théâtre. Quatrième œil, une association qui regroupe des anonymes passionnés de faits divers, affirme que Stéphane Bourgoin serait en fait un mythomane. Au travers de plusieurs vidéos postées sur une chaîne YouTube, ils mettent en avant les incohérences du spécialiste des tueurs en série sur son propre parcours. D'après eux, il serait en fait
un imposteur. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Stéphane Bourgoin a toujours expliqué que sa passion pour les affaires criminelles était née après un terrible drame personnel. En 1976, il aurait en effet retrouvé sa femme, Aileen, sans vie, dans son appartement de Los Angeles. Elle aurait été violée et découpée en morceaux par un tueur en série. Oui, c'est le meurtre et le viol de ma première compagne aux États-Unis. Et après, je me suis dit, en quelque sorte, comme une certaine forme d'exorcisme au départ, qu'il fallait que j'en sache plus sur ce tueur, et puis sur ce phénomène qu'on qualifiait à l'époque de tueur fou. Le policier qui a mené l'enquête et qui a fait avouer l'assassin a compris le sens de ma démarche, m'a permis d'avoir accès à des dossiers, m'a permis d'obtenir les autorisations pour rencontrer les premiers tueurs en série aux États-Unis. Mais en réalité, Aileen n'a jamais existé. Et pour inventer une telle histoire, Stéphane Bourgoin se serait en fait inspiré d'une rencontre faite dans un bar, en Floride. Il y aurait rencontré Suzanne Bickrett, une barmaid de 24 ans. Pour arrondir ses fins de mois, cette étudiante en esthétique se prostituait. Et Stéphane Bourgoin aurait alors noué une relation particulière avec elle. Il raconte lui avoir donné un peu d'argent pour l'aider à subvenir à ses besoins. Et il reconnaît avoir eu des relations intimes avec elle à 4 ou 5 reprises. Mais en décembre 1975, quand Stéphane Bourgoin revient dans ce bar, Suzanne n'est plus là. Elle a été assassinée et son corps a été retrouvé dans un étang. L'enquête va révéler que le meurtre a été commis par le tueur en série qui fait trembler l'Amérique à ce moment-là, Gerald Stano. Stéphane Bourgoin s'inspire donc de l'histoire de ce crime, se l'approprie et affirme qu'il s'agit de l'histoire de sa propre vie et que c'est sa femme qui a été assassinée. Et ce n'est pas le seul mensonge de Stéphane Bourgoin, car il se vante également de s'être entretenu avec 77 tueurs en série au cours de ces 40 dernières années. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, il reconnaît avoir échangé avec seulement 10 ou 15 d'entre eux et en avoir simplement croisé une trentaine d'autres au cours de sa vie, souvent sans jamais leur adresser la parole. Stéphane Bourgoin racontait notamment avoir discuté avec Ed Kemper en 1984, le tueur en série qui a inspiré son livre « L'ogre de Santa Cruz », ou avoir parlé avec Charles Manson, qui avait commandité le meurtre de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski. En fait, toutes ces rencontres n'ont jamais eu lieu. Stéphane Bourgoin se targuait également d'avoir collaboré avec le FBI dans les années 80. D'après lui, après qu'il aurait fourni plusieurs heures d'enregistrement vidéo de tueurs en série, le FBI lui aurait offert une formation en guise de remerciement. Mais d'après un célèbre profiler américain, jamais un Français, et encore moins un civil, n'a eu accès aux formations du FBI. Il affirme d'ailleurs ne pas connaître Stéphane Bourgoin. Toutes ces révélations ont donc semé le trouble sur la personnalité de Stéphane Bourgoin. Et aujourd'hui, tous ceux qui l'ont approché ou tous ceux qui l'ont invité sur un plateau télé se demandent qui est vraiment Stéphane Bourgoin. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. On est en direct avec Tony Le Pennec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au site Arrêt sur Image et c'est vous et votre site qui avez médiatisé cette affaire. Une affaire qui a été révélée par une association qui s'appelle Quatrième Œil Corporation. On est en direct avec Julie qui est membre de cette corporation. Bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous. C'est la première fois que vous témoignez à visage découvert parce que jusque-là, tous les membres de cette association étaient restés discrets et anonymes. Donc merci d'être en direct avec vous et je vais vous poser la première question évidente, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille et pourquoi vous êtes mis à enquêter sur Stéphane Bourgoin ? Alors, ce qui nous a mis la puce à l'oreille au départ, c'était les incohérences au niveau de ses discours dans plusieurs émissions qu'il avait pu faire, plusieurs programmes. Et ensuite, en lisant d'autres livres d'écrivains qui n'étaient pas Stéphane Bourgoin, se rendre compte que il y avait
des incohérences, enfin carrément des blocs de texte qui étaient pris pour et utilisés dans les livres de Stéphane Bourgoin, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris des blocs de texte entiers de livres étrangers. D'anecdotes de personnes qui avaient écrit des bouquins à ce sujet. Donc, par exemple, la criminologue Mickey Pistorius, John Douglas, etc. Vous, a priori, vous êtes des passionnés de faits divers, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et vous vous êtes regroupés, vous avez travaillé combien de temps? Et vous étiez combien pour travailler sur cette enquête? Donc ça fait plus d'un an qu'on était sur les recherches parce que on travaille tous à côté et c'était assez long de devoir éplucher tous les livres qui auraient pu être plagiés par rapport à Stéphane Bourgoin, aussi d'étudier toutes ces vidéos une à une et comparer les dires dans chaque interview. Donc ça nous a bien pris un an. Ça a réellement commencé à partir d'août, où on a eu les réponses de John Douglas et de Mickey Pistorius, et là, ça nous a mis un coup de fouet pour continuer par rapport à nos recherches, quoi. À la base, on était 8, maintenant on est 7, puis voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, au fond, dans cette enquête, pendant cette année où vous avez travaillé dessus? Quel est l'élément ou l'histoire qui vous a le plus choqué? Moi, sa femme, déjà d'apprendre que finalement il n'a pas eu de femme assassinée, ça m'a un petit peu basé toute son histoire là-dessus, c'est un peu dur, quoi. Surtout qu'en plus, en disant que c'était pas du coup pas sa femme, mais une jeune fille, une serveuse qu'il aurait rencontrée et qui se prostituait, déjà là aussi c'est faux. On a fait des recherches sur Suzanne Bicrest, elle ne se prostituait pas, pour arrondir ses fins de mois. Elle avait déjà obtenu son diplôme d'esthéticienne en plus, donc il n'y avait pas d'intérêt à se payer ses études. Vu que Suzanne est décédée, elle avait 24 ans, hein, donc elle avait déjà fini ses études et elle ne s'est pas prostituée. En aucun cas dans nos recherches, on a ce genre d'informations qui remontent. Ce qui veut dire, Julie, que ce que vous nous dites, en fait, c'est que même aujourd'hui, dans ses explications et dans ses justifications, vous dites, il continue à mentir. Oui. Tony Le Pennec, journaliste à Arrêt sur Image, vous êtes plongé, vous êtes appuyé sur cette enquête de Quatrième œil. Vous avez tout de suite cru que c'était vrai, tout ce qui était dit, parce que, en fait, c'est assez compliqué cette histoire, parce que tout tombe, en fait, c'est un espèce de jeu de domino, et quand on enlève cette histoire de sa femme, en fait, tout le reste tombe. Comment vous avez travaillé à partir de cette enquête? Alors moi, j'ai regardé les vidéos sur YouTube, évidemment, en premier. Alors, en fait, de prime abord, les vidéos ne sont pas d'une extrêmement bonne qualité sur la forme, donc ça peut induire en doute. Il y a notamment un peu des musiques qui font un peu complotistes, des fois de temps en temps, ce qui peut pousser à se méfier, mais en fait, il n'y a pas à les croire ou à pas les croire, parce que leurs vidéos sont extrêmement bien sourcées, en fait, et la plupart de leur enquête se base sur des livres de Stéphane Bourgoin, des déclarations publiques, où il se contredit lui-même. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Je n'avais même pas à faire confiance ou pas à ce groupe de youtubeurs. Je vais simplement regarder leur matière. Ensuite, moi, je les ai contactés. Ils m'ont envoyé un dossier de presse assez épais où, une fois de plus, c'était calé mensonge par mensonge avec, une fois de plus, toutes les sources, etc. Donc voilà, il y avait pas à leur faire confiance ou pas. C'était un boulot extrêmement bien sourcé et donc on a embrayé dessus. Nous, on s'y est intéressé, notamment parce que pour le volet, évidemment, on a un site de critique média. C'était pour le volet médiatique qui nous intéressait. C'est quelqu'un qui a été interviewé des dizaines de fois depuis plus de 20 ans à la télé. Nous, la question, c'était un peu de savoir comment les journalistes ont pu ne pas se rendre compte de ça. Et moi, j'en profite pour vous poser la question. Vous l'avez reçu. À aucun moment, vous avez fait des recherches. À aucun moment, vous vous êtes dit, tiens, ça, c'est quand même un peu trop gros. Alors, recherche, non, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait écrit beaucoup de livres, qui a fait, je crois, une trentaine de documentaires pour la télé, qui a fait une quarantaine de livres. Donc, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était une référence. Quand il venait sur les plateaux, ses discours étaient intéressants, ses discours étaient construits, ses discours étaient référencés. C'est vrai que sur l'histoire de sa femme, pour être honnête, on avait fait, nous, quelques recherches auparavant, mais il donnait très peu de détails, au fond, sur l'histoire de sa femme. C'est pour ça que je vais d'ailleurs demander à Julie dans un instant, elle, comment elle a fait, parce qu'il changeait les prénoms, c'était jamais tout à fait pareil. C'est vrai qu'on n'avait pas retrouvé de traces, mais lui disait, quand on lui en parlait parfois hors antenne, lui disait qu'il faisait ça pour la protéger, et pour protéger son identité, ce qu'on pouvait comprendre aussi. Julie, d'ailleurs, puisque vous êtes toujours avec nous, vous, comment vous avez fait pour réussir à retrouver qui était vraiment cette femme?
On l'a jamais retrouvé, hein, parce que toutes les recherches qu'on avait faites, justement, on n'avait pas de date exacte non plus pour savoir, voilà. Les recherches qu'on avait faites nous ramenaient à aucun serial killer, en tout cas du côté de la Californie, parce que c'était en Californie qui situait le décès de sa femme. On n'avait pas retrouvé forcément d'informations. En gros, c'était très flou. Donc quand il a avoué que finalement sa femme n'avait pas été tuée et que le nom on l'a eu par lui pour Suzanne. Hein, d'accord. Et en plus ça ne se passait pas en Californie mais ça se passait en Floride. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais, donc c'est pour ça que c'était assez compliqué de trouver des infos là-dessus. Charlotte Durand, vous avez eu Stéphane Bourgoin, vous l'avez eu au téléphone la semaine dernière. Oui. Vous l'avez eu longuement en plus au téléphone. Il est dans quel état d'esprit? Oui, on a longuement échangé. On lui a proposé de parler, hein, bien évidemment, aujourd'hui, il a refusé. Oui, bien évidemment, je lui ai proposé de s'exprimer aujourd'hui dans l'émission. Donc il a refusé, notamment parce qu'aujourd'hui, il est vraiment dans un état d'esprit un petit peu difficile. Bon, il reconnaît évidemment avoir menti sur certains points, avoir extrapolé aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué pour lui parce qu'il subit aussi beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux suite à ces révélations. Donc il s'est un petit peu terré, on va dire, dans l'ouest de la France, bon, pour le confinement, mais également pour échapper à ce tourbillon médiatique, parce que, notamment sur les réseaux sociaux, il est perpétuellement harcelé. Et donc, voilà, il veut éviter un petit peu de remettre un petit peu de l'huile sur le feu en s'exprimant à nouveau dans les médias. Tony Lepennec, journaliste à Arrêt sur Image, vous l'avez eu au téléphone, vous ? Alors moi je l'ai eu très rapidement, en fait, une fois que j'avais bouclé un peu tout mon article pour récapituler donc toute l'enquête de Quatrième œil. Je voulais évidemment lui donner la parole. Je savais déjà à ce moment-là qu'il avait refusé de leur parler à eux, alors qu'il lui avait proposé à de nombreuses reprises. Donc je ne m'attendais pas forcément à grand-chose. Moi je l'ai eu rapidement. En fait j'ai commencé tout de suite à l'interroger sur Charles Manson. Donc il disait qu'il l'avait rencontré avec des versions un peu différentes. Des fois il l'avait rencontré 3 heures, des fois 5 heures, etc. Et là, lui, il me dit non, mais je l'ai juste rencontré 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. En fait, il faut savoir que Charles Manson, jusqu'à la mort de Charles Manson, il n'avait jamais dit l'avoir rencontré. Et d'un seul coup, au lendemain de sa mort, il passe dans 20 minutes, Le Parisien, dans plein de médias, et il raconte sa rencontre avec Charles Manson, qui est en fait complètement pompé sur la rencontre de John Douglas avec Charles Manson. Donc voilà, là-dessus, il me dit oui, non, en fait, c'était juste 10 minutes, un quart d'heure, c'est pour ça que j'en avais pas parlé avant, machin. J'ai le temps de l'interroger aussi sur Stewart Wilken, qui est donc un tueur en série sud-africain, et il raconte qu'il l'avait fait craquer lui-même en interrogatoire, en affichant des photos d'enfants dans la pièce. Donc j'ai eu le temps de l'interroger là-dessus, parce que là encore, la version il y a un livre écrit par Miki Pistorius, donc une profileuse sud-américaine, qui raconte qu'en fait c'est cet agent sud-africain qui a affiché ces photos d'enfants pour le faire craquer. Et lui, c'est approprié. Et lui, c'est approprié ça. Donc là, il était dans un espèce de truc à me dire, en fait, on l'a tous les deux interrogé, et quand je lui dis mais qui c'est qui a affiché les photos d'enfants, là, il me dit ah bah c'était lui. Et ensuite. Mais est-ce que c'est vrai qu'il a interrogé ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Non. C'est là-dessus aussi, je reviens toujours à la question médiatique, parce que nous, c'est notre truc. Un truc comme ça, en fait, on voit qu'ils ont fait 1 an d'enquête, et on se dit, évidemment, il y a pas, les médias n'ont pas forcément les moyens de faire 1 an d'enquête sur un mec et de l'inviter, très bien. Mais il y a des trucs qui étaient gros en soi, et le fait que ce mec qui ne se soit jamais revendiqué policier, gendarme, quoi que ce soit, puisse interroger un tueur et le faire craquer comme ça. Mais il a interrogé des tueurs en série quand même. Il en a interrogé, mais là, il prétendait qu'il l'avait interrogé dans le cadre d'une enquête. Quoi. Bien sûr, mais il en a interrogé vraiment quand même. Alors, quelques-uns. Il en a interrogé vraiment, on ne sait toujours pas exactement combien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a en gros une dizaine dont on a une trace vidéo, dans des reportages, pour France 3 notamment. Et lui dit finalement, là, maintenant qu'il commence à passer aux aveux, il dit plutôt 20-30, et puis après sur RTL, il va dire non, je maintiens le chiffre de 77, même peut-être plus, mais quand je dis que je les ai rencontrés, c'est pas forcément rencontrés, des fois je les ai juste croisés. Enfin, on est encore voilà, il dit encore un peu tout et son contraire. Maintenant, aujourd'hui, on a la preuve qu'il en a rencontré en gros une dizaine. Ouais. Après être resté mutique durant plusieurs semaines face à ces révélations, vous le disiez, Stéphane Bourgoin a finalement brisé le silence. Invité sur RTL lundi dernier, il a reconnu par exemple avoir menti à plusieurs reprises sur sa vie, et il a affirmé avoir des regrets. Écoutez. Tout d'abord, je tiens très sincèrement à m'excuser, et je suis désolé, et j'ai même tout à fait honte d'avoir à la fois dissimulé et
d'avoir extrapolé et inventé un certain nombre de choses, mais jamais pour aucun de mes reportages ou documentaires. J'en ai fait à peu près une 50aine pour la télévision française, TF1, France 2, M6, France 3, les chaînes Planète, où on me voit sur les différentes scènes de crime, où on me voit interroger à peu près, je crois, 12 tueurs en série différents à travers le monde. Là, tout est vrai, tout est exact. J'interroge tous les enquêteurs, je vais visiter les maisons où ont habité les tueurs, etc. Je me tourne vers le psychiatre Stéphane Clerget. Quand vous entendez ça, en sachant ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quoi l'avis du médecin que vous êtes ? Du psychiatre. On peut parler de mythomanie, évidemment, mais dans les vraies mythomanies, on croit à ce qu'on raconte. Et on n'avoue pas si rapidement qu'on a menti. D'ailleurs, tous les mythomanes que j'ai pu suivre, à aucun moment, ils peuvent dire qu'ils ont menti. Donc là, ça surprend. Parce que la question, c'est est-ce que c'est de la mythomanie ou tout simplement de l'escroquerie pour tirer des bénéfices financiers, notamment. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on passe très vite, malgré tout, sur les excuses et on revient très vite sur les éléments dits de vérité, sous prétexte qu'on le voyait en image, sous prétexte qu'il y avait une image. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une image télé, donc c'est vrai. Bon, on peut évidemment remettre en question aussi ce qui est soi-disant vrai. Mais ça veut dire qu'en fait, il part d'un peu de réalité et il construit un personnage avec ce peu de réalité, parce que la dizaine, hein, vous êtes d'accord, je pense, la dizaine de tueurs en série, il les a vraiment rencontrés. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute vis-à-vis de ça. Non, a priori, il y a des films, etc. Donc il part d'une réalité qui est forte quand même, parce que honnêtement, rencontrer 10 tueurs en série, c'est quelque chose de fort, mais il en fait quelque chose d'encore plus gros, en disant j'en ai rencontré 77 et j'ai aidé à résoudre des affaires. C'est ça qui est intéressant aussi psychologiquement. Oui, c'est vrai que chez les menteurs pathologiques ou les mythomanes, il y a toujours 2-3 éléments de réalité et ensuite on brode et on est plus ou moins bon conteur et c'est plus ou moins cohérent et ça tient la route plus ou moins longtemps. En général, les mythomanes, ça tient la route moins longtemps. Il y a quand même plus d'incohérence. Là, ce qui surprend et ce qui est intéressant, c'est les questionnements de M. Le Pennec sur la naïveté des médias et des journalistes, hein, chacun se reposant sur celui qui a précédé en se disant il a dû faire son travail ou les éditeurs ont dû faire leur travail. Et c'est toujours comme ça, on se repose toujours sur celui qui aurait travaillé avant. Donc il y a cette durée qui est quand même assez étonnante. Alors que bon, c'est toujours facile à dire après. Moi, j'ai jamais cru à ce baratin. C'était trop gros pour être vrai. C'était énorme. Et comme le dit M. Le Pennec, il n'y a pas de journaliste qui pouvait interroger les tueurs en série. On se demande pourquoi ce monsieur aurait pu le faire. Donc plus c'est gros, plus ça passe. Et je crois qu'il a été emporté par ça aussi, emporté par la naïveté des gens qui le croyaient, qui l'écoutaient et qui étaient intéressés par ces histoires. Alors pourquoi cette thématique-là ? Pourquoi pas ? Ça devait être un centre d'intérêt pour lui, ça aurait pu être... Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il lui dit psychologiquement, hein, il explique que dans sa vie, s'il a été passionné par ça, c'est parce que sa femme avait été tuée, démembrée par un tueur à série. Donc ça donne un sens, j'ai envie de dire, à sa carrière, à ce qui fait ensuite le fait de se passionner pour ça. À partir du moment où on enlève cet élément, c'est-à-dire on enlève le point de départ, on enlève presque la fondation, on se pose encore plus de questions presque. Oui, disons, qu'est-ce qui fait qu'il était mythomane et pourquoi sur la thématique des tueurs en série ? Ça peut être tout simplement un domaine qui l'intéresse. Hein, il y en a bien comme roman qui s'est fait passer pour un médecin parce qu'il rêvait d'être médecin. Donc ça devait être un sujet qui l'intéressait. Les enfants qui sont angoissés par les criminels se passionnent pour les tueurs en série et pourquoi pas, devenus adultes, regardent cette émission. Donc ça pouvait être un centre d'intérêt. Et à la fois, lui, c'est un menteur en série. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a quand même des points communs. D'abord la manipulation, et puis l'idée aussi d'être au centre de l'attention. Parce que c'est un peu ça quand même l'objectif. C'est pas forcément pécunier, c'est être au centre de l'attention et qu'on m'écoute. Ça traduit évidemment probablement une mésestime de soi. Alors on va écouter Séboulien parce qu'il explique justement, selon lui, pourquoi il a menti ainsi. Il a évoqué son enfance, son histoire familiale. Il explique, lui, que c'est pour rendre fiers ses parents. Et c'est pour ça qu'il aurait inventé de toutes pièces plusieurs éléments de sa vie. Écoutez-le. Même si ça a été pénible d'avouer, notamment au journal L'Union, mes contre-vérités, mes dissimulations,
j'avoue que je me suis senti soulagé de le faire. Et d'ailleurs, pourquoi avoir inventé de telles choses alors qu'il aurait suffi que je me contente, quand je dis contente, entre guillemets, de mon bilan, de mes entretiens, de mes études sur les tueurs en série, tout simplement parce que j'ai eu des parents au destin assez extraordinaire. Mon père a fait la guerre 14-18 à l'âge de 16 ans dans les tranchées, a été condamné à la peine de mort pour ses activités gaullistes, s'est évadé le jour précédent son exécution pour rejoindre le général de Gaulle en traversant quel rapport avec votre Tout simplement parce que dès mon plus jeune âge, mes parents avaient investi beaucoup d'espoir en moi et je me suis senti toujours comme le petit bourgoin qui ne réussirait jamais à être à la hauteur des espérances de mes parents. Docteur Clerget, là, il donne quasiment une explication, à condition que ce soit vrai. Tony Pennec, vous avez vérifié l'histoire de son père, par exemple, là, Non, ce qu'il raconte? Je crois que ça fait partie peut-être des choses sur lesquelles il faudra demander au collectif 4e œil. Julie, puisque vous êtes toujours avec nous, membre de 4e œil, vous avez vérifié l'histoire de son père qui raconte là, si c'est vrai ou pas? C'est en cours. C'est en cours, d'accord. Mais a priori? Je sais pas. Je ne veux pas m'avancer dessus. Encore, on n'a pas fini les recherches. D'accord. Oui, alors ça tient la route. C'est-à-dire le mépris parental. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Le mépris parental, la mésestime de soi, le besoin de reconnaissance. Évidemment, ça favorise la mythomanie si on n'a pas d'autres moyens pour s'affirmer. Après, il y a d'autres formations du mythomane. C'est des histoires comme très chaotiques de maltraitance, c'est-à-dire des choses un peu plus graves que ça. Et puis, on a aussi des enfants qui sont dans des replis dans l'imaginaire et qui y restent. Là, c'est de la mythomanie presque psychotique, ça ne ressemble pas du tout à celle-là. Maintenant, même si son histoire est vraie, on peut aussi se poser la question, parce que parfois la mythomanie est héréditaire, si effectivement son père n'a pas aussi baratiné. C'est héréditaire, la mythomanie? Ça peut l'être. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre, dans une famille où tout le monde, où un parent comme ça, complètement mythomane, le gamin ressent plus ou moins les choses et se conduit pareil. Souvent aussi, il y a des histoires de secrets, de mensonges dans les familles, pour que ce soit comme ça accaparé par l'enfant et que ça devienne presque une identité. Donc, ce serait intéressant, si son histoire est véridique, de voir s'il n'y aurait pas un peu de mensonge de la part du héros de famille. Julie nous le dira, je pense. Juste, maître Florence Roas, quand même, est-ce que tout ça est condamnable par la justice, en fait? Est-ce que le fait de s'inventer une vie, de s'inventer une histoire, est-ce que c'est condamnable par la justice ou au fond, on raconte ce qu'on veut et les gens sont libres de vous croire ou pas? Non, mais on peut très bien être mythomane, imposteur, affabulateur, exagérer sa réalité ou l'inventer sans pour autant être un escroc au sens juridique du terme. C'est quoi l'escroquerie? L'escroquerie au sens juridique du terme, c'est l'usage d'une fausse qualité ou bien d'un faux nom, au fin d'obtenir des avantages et de causer un préjudice à quelqu'un ou à des gens. Donc c'est un cadre juridique très précis. Quand on dit dans la façon communément c'est un escroc, ça répond pas à une définition juridique précise qui est l'usage de fausses qualités aux fins d'obtention de préjudice, d'obtention d'avantages et qui cause un préjudice. Là, je suppose, Stéphane Bourgoin, quand il plagie des livres, ça c'est condamnable. Alors ça c'est autre chose, on est sur le terrain du droit d'auteur, on est sur la question de la contrefaçon. Ça c'est un autre, on n'est pas sur le terrain du droit pénal. Mais ça c'est condamnable, de toute façon. Si c'est avéré, etc. Si c'est prouvé. Après, faire des conférences comme il le fait en disant je vais vous raconter mes rencontres avec les tueurs en série, est-ce que ça, c'est condamnable juridiquement? Non, a priori, non, tel que c'est exprimé. C'est-à-dire qu'il y a quand même une base réelle, puisqu'il y a quand même une base réelle. Il a rencontré des gens, il a quand même... C'est une passion, il écrit, il a étudié... Et même s'il raconte de fausses rencontres. Voilà, alors après, on peut... Tout dépend, le contexte, les circonstances, il faut rentrer plus... On n'est pas dans à mon sens, de ce qui est raconté, on n'est pas dans un cadre juridique de l'escroquerie. A priori. Même si on fait des conférences payantes, etc., c'est pas... C'est pas de l'usage de fausses qualités. Enfin, il faut savoir premièrement, est-ce qu'il y a usage de fausses... Le fait d'être affabulateur, le fait d'exagérer, c'est pas de l'usage de fausses qualités. Il n'a pas dit « je suis un ancien gendarme ».
Il n'a pas dit je suis un ancien policier. Il a dit j'ai rencontré, j'ai suivi une formation FBI. Bon, ça c'est quand même pas, on n'est pas tout à fait dans l'usage de fausse qualité. Julie, membre de 4e œil, qui est l'association qui a fait sortir toutes ces informations. Une petite question quand même sur Stéphane Bourgoin, parce que je le disais tout à l'heure en répondant à une question de Tony Le Pennec, moi je l'ai reçu souvent sur ce plateau. Je trouvais qu'il avait des analyses qui étaient cohérentes, qu'il avait une vraie connaissance, un vrai savoir-faire, au fond, sur comment réfléchissaient les tueurs en série. C'est quoi pour vous, en fait? Parce que c'est quand même un spécialiste des tueurs en série ou pas, pour poser la question simplement? Pour moi, non. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un spécialiste des tueurs en série. Après, mais dans son discours, voilà. Tout ce qu'il dit, pour vous, en fait, c'est toujours faux? C'est toujours à côté de la plaque ou... Non, après, on ne peut pas non plus lui dire que c'est toujours faux, parce que bon, il s'est quand même basé sur des auteurs qui, eux, n'écrivent pas de faux, quoi. Donc, voilà. Il y a quand même une part de vrai dans les bouquins aussi. Tony Le Pennec, aujourd'hui... vous pensez, qu'est-ce qui va arriver à Stéphane Bourgoin? Je ne parle pas sur le point de vue juridique, je parle du point de vue médiatique, puisque vous êtes sur un site média. Moi, j'étais assez surpris, je vais dire les choses, parce qu'on a passé des extraits d'RTL où il était la semaine dernière. J'ai été assez surpris parce qu'il était sur RTL en expliquant qu'il avait menti, faisant son mea culpa. Et ensuite, pendant 3 quarts d'heure, on l'interroge sur un tueur en série. En fait, il redevient expert. Ça s'est passé comme ça pendant l'émission d'RTL. Ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit... On est en train de dire que c'est en fait qu'il a menti, etc. Et ensuite, il redevient expert. Est-ce que vous pensez qu'il est grillé médiatiquement? Alors c'est une bonne question. Moi, en fait, j'ai fait un article ensuite sur sa contre-offensive médiatique avec ses aveux, etc. Et on voit qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont très complaisants. Effectivement, RTL, Jacques Pradel dit voilà, vous avez menti, etc. Et ensuite, ça ne remet pas en cause vos connaissances. Mais à partir du moment où on ne peut pas accorder de crédibilité à la parole de quelqu'un, je ne vois pas comment c'est possible de le faire parler dans les médias. Donc ça, c'est RTL, c'était le cas le plus flagrant. Mais sur Paris Match, elle continue à le croire sur parole sur quelques trucs. Le début de l'article commence sur sa première rencontre avec un tueur en série, Chase, je me souviens plus de son prénom, en 79. Elle le raconte comme si elle était dans la salle, comme si elle avait assisté à cet entretien. Or, je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, mais en tout cas, il n'y a aucune preuve que cette entrevue ait effectivement existé, et elle le raconte comme si c'était une vérité. Donc, il y a quand même une complaisance encore des médias envers Stéphane Bourgoin. À mon avis, moi, je pense quand même qu'il ne pourra pas continuer à faire le tour des plateaux télé, etc. Mais plus généralement, moi, je pense que ça pose la question de l'expert médiatique, etc. Et on voit que des experts peuvent se faire griller un à un, mais que les médias, en général, ne prennent absolument n'apprennent pas de leurs erreurs. Le dernier criminologue qui s'est fait griller, c'était Laurent Montet. Il a quand même fini en prison pour avoir falsifié des diplômes, enfin pour avoir dit qu'il était docteur, c'était pas le cas, avoir monté une école qui délivrait des diplômes bidons. Pareil, vous l'avez beaucoup reçu. Et voilà, on voit qu'il y en a un qui se fait griller, il y en a un autre qui reprend, il se fait griller, et puis un autre. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion un peu plus systématique de ce rôle d'expert médiatique, au-delà du cas de Stéphane Bourgoin qui est haut en couleur, etc., mais qui est surtout représentatif de tout un système d'experts médiatiques pour moi. Oui, et Laurent Montet est en prison, pas pour être passé pour un criminologue, mais pour des arnaques financières liées à son école. Liées à son école. Voilà, pour être très précis, soyons précis jusqu'au bout. Merci Tony Le Pennec d'avoir été avec nous. Merci Julie, membre de 4e œil, et merci d'avoir fait cette première interview avec nous et d'être apparu à visage découvert. On va continuer à suivre bien évidemment cette enquête sur le père. Moi, ça m'intéresse beaucoup, le père, de savoir si dans ses arguments, en fait, il dit la vérité ou pas. Donc on continuera à suivre ce que vous faites. Merci d'avoir été en direct avec nous également. Et nous, on se retrouve également demain, bien sûr, en direct dans la quotidienne de Crimes et Faits divers à partir de 13h35 pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À demain, et d'ici là, soyez prudents.